Du coup, je vais commencer. Donc je vais parler de LLM watermarking. En français, c'est tatouage numérique de gros modèles de langue. Donc je vais dire watermarking plus que tatouage numérique parce que c'est plus sexy. Et donc le contexte, c'est, vous savez, il y a beaucoup de LLM qui s'introduisent dans la vie de tous les jours. Donc ChatGPT, Llama et le chat, plein de LLM partout. Et la question qu'on va chercher à se poser ici, c'est pourquoi est-ce que, on a envie de faire de la détection de textes qui sont générés par ces modèles? La première raison, ça peut être parce que, beaucoup de bots et de scams en ligne sont, juste des textes générés par IA. Donc on a envie de réduire ce genre de scam ou, parfois appelé slop. Une autre raison, ça peut être pour les, boîtes d'IA générative, tracer un peu la façon dont leurs modèles sont utilisés. Donc, on peut imaginer que, Mistral watermark leurs outputs et puis après ils aillent dire, au monde: «Ah mais regardez, 10% des articles ont été écrits par le chat». Et la troisième raison, c'est pour essayer de retirer le texte qui, a été, généré par IA des, futurs entraînements de bases de données d'IA. Et il y a un truc que j'aime pas mal, c'est, les champignons. Et donc en fait, pourquoi les champignons? Parce que, sur, Amazon maintenant, il y a des bouquins qui sont entièrement écrits par IA, que vous pouvez acheter, dont des guides pour, champignons. Donc vous pouvez aller en forêt et puis après, utiliser le bouquin, généré par IA, pour, savoir quels champignons sont bons ou pas. Et bien sûr, il y a des gens qui les achètent parce qu'ils pensent que c'est des vrais livres et qui finissent à l'hôpital. Donc en fait, le fait de ne pas pouvoir détecter ce genre de contenu, ça a déjà un impact réel, qui peut aller jusqu'à envoyer quelqu'un à l'hôpital. Et donc avant de parler de watermarking, je vais faire un petit, détour sur, ce que, on appelle parfois passive detection, dans le sens où on ne va pas modifier le contenu. On va juste supposer qu'il y a un contenu et on a envie de savoir si, oui ou non, il a été généré par telle IA. Et en fait, il y a 3 raisons pour lesquelles, le watermarking, c'est mieux. La première raison, c'est que la détection passive, ça marche pas très bien. Ça permet pas d'aller à des mêmes niveaux de performance que, le tatouage. Ça va aussi devenir, heu, là, c'est SE et pas worse, get worse. Donc en gros, ça va devenir de moins en moins bon à mesure que les LLM vont devenir meilleurs. Et une troisième raison que désolé, je vais pas casser l'écran. Et 3e raison, c'est, que les taux de positifs sont beaucoup plus durs à contrôler. Donc je vais revenir un peu là-dessus, dans, 5 minutes. Une des méthodes, qui était assez connue il y a 2-3 ans quand je commençais à travailler sur ces sujets. C'était DetectGPT. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une des méthodes qui a été utilisée, dans des sites de détection et qui a été pas mal critiquée. Et en fait, la façon dont ça marche, c'est, en fait, toutes ces méthodes-là se basent un peu sur le même principe qui va être que, un texte généré par un humain va être plus surprenant pour un modèle d'IA que, un texte qui a été généré par une IA. Donc là, la façon dont marchait DetectGPT, c'est qu'il allait faire des petites modifications du texte. Donc là, c'est la perplexité dans le y-axis, donc en gros la surprise. Plus ça c'est grand, moins le modèle est surpris. Et donc si un texte a été généré par une IA, il va être là et si jamais je modifie un peu le texte, je change des tokens, des mots dans le texte, la perplexité va diminuer. En revanche, un texte humain, si je change de façon random quelques mots, il y a des chances qu'on atterrisse sur pour le modèle quelque chose qui est moins surprenant. Et donc, on aura quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et donc là, ce papier-là, il utilisait un score qui, prenait ça en compte pour, détecter si oui ou non le texte était généré par IA. Et là, je pense que la méthode, state of the art actuelle, c'est, celle-ci. Donc ça s'appelle, Spotting LLMs with Binoculars. C'est un papier d'une équipe de Maryland University. Et donc la façon dont ça va marcher, c'est que, donc ils vont pareil se baser sur la perplexité, mais à la place de baser juste sur la perplexité d'un modèle, ils vont regarder la perplexité à travers 2 modèles et normaliser le score à partir de la perplexité de 2 modèles. Donc, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais si jamais vous êtes intéressé pour, regarder un peu plus ça en détail, le papier est là. Donc maintenant, je vais parler de tatouage et à chaque fois que je parle de tatouage numérique, les gens disent: «Oui, mais c'est impossible de faire ça pour du texte». Et c'est vrai. Du coup, c'est assez dur. Donc si jamais j'ai du texte qui existe déjà et que j'ai envie de mettre un message dedans, donc je reviens un peu en arrière sur, qu'est-ce que c'est que le watermarking? Le but dans le watermarking, c'est cacher un message, de façon à ce que ce message soit extractable de façon robuste par un algorithme de détection. Donc on aura souvent un embedder qui va prendre une image, un audio, un texte et en générer un nouveau.
il va y avoir des attaques et après on va avoir un extracteur dont le but va être de déterminer le message binaire qui a été, mis dedans. Et donc pour, faire ça avec du texte, c'est assez dur parce qu'il y a pas beaucoup de degrés de flexibilité. Mais, pour les LLM, en fait, c'est beaucoup plus facile parce qu'on contrôle la génération. Et en fait, la façon dont ça va marcher, c'est, au moment de générer le token d'après, donc la façon dont c'est fait d'habitude, c'est on va couper le texte en tokens. Donc les tokens, c'est une sous-unité de mots, ou un mot entier, parfois plusieurs mots d'ailleurs. On donne ça au LLM qui va donner un score, donc en gros un entier, un flottant entre 0 et 1 pour chacun des mots du vocabulaire et ce score va représenter la probabilité que ce mot-là suive le texte qui est ici. Donc par exemple ici, là, si faire is great, le mot qui est le plus, probable, c'est lab, donc on va générer lab. Donc ça, c'est dans le cas juste du génération de tokens tout simple. Et en fait, ce qu'on va faire avec le tatouage de LLM, c'est que, on va changer la façon dont on va générer le token d'après pour introduire un biais dans la génération qui va être détectable. Donc si on se représente le monde d'un point de vue d'une IA, d'un acteur d'IA générative, lui, il a son modèle, il, provide son modèle génératif et à la fin, il aura ce sampling différent, qui va faire en sorte que le texte généré va être watermarké et si quelqu'un l'attaque ou le coupe ou comme ça, il va pouvoir détecter si oui ou non le texte est watermarké. Et donc là, je vais détailler plus en détail, ce papier-là de, Kirschenbauer et al., qui a été Best Paper Award, il y a 2 ans à ICML, et qui se base sur un principe qui est qu'on va couper le vocabulaire en vert et en des tokens, verts et rouges et on va favoriser la génération de tokens verts. Oui, Excuse-moi, mais j'ai une longueur de texte qui est, quelque pardon, qui est une longueur de texte, watermarkée, minimale ou ouais, son spécial texte? bah, en fait, on va voir que après on pourra le tester, hein, le score qu'on va avoir, va être de plus en plus statistiquement significatif à mesure qu'on a des tokens. Donc, en pratique, sur un ordre de grandeur que j'aime pas mal, c'est juste un tweet. En gros, c'est 70 tokens et sur 70 tokens, en général, on arrive à avoir des taux positifs qui sont très bas avec des bonnes détections. Donc, à la toute fin de la présentation, il y a un exemple comme ça où je passe sur des trucs qui font environ 80 tokens. Et après je pense que, bah, sur 10-20 tokens, c'est dur et après sur une disserte de, je sais pas 1000 tokens, c'est facile. Et donc avant de présenter le, le watermarking de LLM, je vais revenir un petit peu en arrière et présenter ce que c'est que, hypothesis testing. Vous êtes là enfin, vous êtes venus pour faire des stats, en fait. Désolé. Donc en fait, la question qu'on se pose en détection, donc la tâche de détection, c'est savoir si oui ou non, quelque chose a été, il y a un mec dehors. Donc la question qu'on va chercher à se poser, c'est, bah, c'est 2 questions. Imaginons qu'on détecte si le score est plus grand qu'un threshold, qu'un seuil. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une image qui a été AI générative. On va imaginer que j'ai un score qui est associé au watermarking et je vais dire: «Si le score est plus grand que tant, je flag». Donc la 1re métrique, qui va être intéressante, c'est ce qu'on appelle le taux de vrai positif ou TPR en anglais et ça va représenter la proportion des images qui sont effectivement AI génératives que je vais récupérer. Donc ce TPR, on a envie qu'il soit le plus grand possible parce qu'on a envie de récupérer toutes les images qui sont AI génératives. Mais une façon hyper facile de détecter toutes les images qui sont générées par IA, c'est juste de détecter toutes les images. Du coup, le problème, c'est que maintenant, bah, si je mets une image qui est pas générée par IA, bah, il va me dire, générée par IA. Donc c'est pas bien. Et donc ça, c'est pris en compte par la 2e métrique qui est le taux de faux positif et le taux de faux positif, on a envie qu'il soit le plus bas possible. Et donc le taux de faux positif, c'est la proba que des images qui sont pas AI génératives, elles soient, flaguées comme étant AI generated. Donc on a envie que ce taux-là soit très faible. Et donc en pratique, on a envie d'avoir quelque chose qui mélange ces 2 métriques. Et donc on va faire, ce qui s'appelle des ROC curves, où en fait, on va faire varier le threshold, par exemple ici entre 0 et 1. Et donc si le threshold est à 0, là, on va tout flaguer. Donc le taux de vrai positif sera 1, mais le taux de faux positif sera 1 aussi, donc c'est pas hyper lent. Et en fait, on va bouger le threshold pour avoir un endroit
on a un bon taux de vrai positif et un taux de faux positif qui est assez faible. Et donc la limite extrême, c'est si le threshold il est à 1, bah là on flag plus rien et donc le taux de faux positif il est à 0, on est content, mais le taux de vrai positif il est pas très bien. Et donc tout ça, c'est pris en compte aussi par quelque chose d'autre qui s'appelle la p-value ou la valeur P. Et en fait, ce que fait la valeur P, c'est qu'elle va associer au score quelque chose qui représente une vraie valeur. Hem, donc plutôt que juste regarder le score, souvent on va regarder la p-value, si jamais c'est possible d'en avoir une. Et donc ça, c'est la définition sur Wikipédia. Donc dans des tests d'hypothèse nulle, null, je vais dire, on ne peut pas traduire parce que sinon ça va être trop dur. In a null hypothesis significance testing, the p-value is the probability of obtaining test results at least as extreme as the results actually observed under the assumption that the null hypothesis is correct. Donc ça, c'est un peu dur à comprendre. Je me souviens quand j'étais en école d'ingé, je pense que j'ai mis 2 ans avant de comprendre ce que c'était une valeur P. Mais là, en fait, la façon la plus facile de comprendre ce que c'est, imaginons j'ai un score. La p-valeur de ce score, ça va être, c'est quoi la probabilité d'obtenir un score qui est plus haut pour des images qui sont naturelles. Et donc en fait, ce que ça représente, c'est juste, on a un score, on va le transformer en p-value et maintenant, si j'ai envie d'avoir un taux de faux positif qui est de 10-6, en fait, ce que je vais faire, c'est juste flaguer le texte si la p-value, elle est plus petite que 10-6 et par définition, ça va me donner un taux de faux positif qui est à 10-6. Donc en pratique, quand on a, un score de détection, si jamais on a moyen d'avoir une p-valeur de façon théorique, on va juste fixer le seuil pour avoir un certain taux de faux positif et ensuite on va flaguer en fonction de ce seuil. Et on aura un taux de faux positif qui est assuré par la théorie. Donc là. Donc maintenant, j'ai présenté le watermark de LLM, donc plus particulièrement la méthode de Gershenbauer et al. Et donc la façon dont ça marche, c'est de se dire que au moment de la génération, on va arbitrairement générer plus de tokens verts que de tokens rouges. Et donc là, il y a 2 exemples de textes watermarkés, de textes. Le premier pas watermarké, donc là, on voit que la proportion, c'est à peu près 50-50, alors que quand on met du watermark, on est plutôt à 3/4. Et en pratique, ce que fait ce papier-là, c'est qu'il va calculer un score qui est le nombre de tokens en vert. L'hypothèse H0, c'est le texte n'est pas watermarké et on va rejeter H0 selon ce score-là, qui est S moins mu sur sigma. Donc ça s'appelle le Z-score. Et en fait, ça fait l'hypothèse que ce score-là est distribué de façon gaussienne. Et donc ce que je vais dire, c'est si ça, c'est ma distribution, je vais dire que mon texte est watermarké si ça tombe dans cette partie-là. Et donc on a pareil, on a une façon théorique d'obtenir une p-valeur, même si c'est pas la meilleure façon, ça marche plutôt pas mal. Donc maintenant, comment est-ce qu'on choisit la green list et la red list? On pourrait choisir de les fixer. Donc pour chacun des tokens, au départ, avant la génération, on va dire: «Celui-là, toi, tu es vert, toi, tu es rouge». Le problème, c'est qu'on pourra le tester aussi après, ça va biaiser fortement la génération. Donc imaginons qu'on demande au texte de générer un texte sur la France, au LLM de générer un texte sur la France, et que le mot France est dans la red list. Bah, du coup, on va être un peu embêté parce qu'on ne pourra pas générer le mot France. En pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre la green list et la red list dépendantes des tokens précédents. Et donc ce truc-là, on peut le faire juste sur un token ou sur plusieurs tokens. Là, j'ai pris juste un exemple avec un token. Donc imaginons qu'on cherche à générer un mot après water. Bah, là, on aura lab, c'est rouge, France, c'est rouge, Perse, pas, c'est rouge et tout le reste, c'est vert. Et on peut faire ça sur tous les mots du vocabulaire. Donc en gros, pour chacun des mots du vocabulaire, on va avoir une green list, red list associée. Et donc là, si jamais j'ai envie de générer un texte avec cette méthode, ça va ressembler à ça. Donc je prends le contexte, je le donne au LLM, je récupère un score. Ensuite, je récupère le token d'avant, donc ça peut être un ou plusieurs. Heu, dans le code, on aura cette option de faire varier la context window. Hem, donc je récupère ce token. En pratique, pour récupérer la green list et red list, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cet entier. Donc c'est un entier qui est entre 0 et la taille du vocabulaire. Je vais faire un hash et je vais utiliser ce hash pour seeder un random number generator. Et après, je vais utiliser le random number generator seedé avec ce hash pour générer la green list, red list, qui évite d'avoir à stocker toutes les green list, red list en avance et juste tu peux la régénérer sur le tas.
Donc maintenant que j'ai ma greenlist redlist, j'ajoute un biais sur tous les scores des tokens verts. Et après, je fais un softmax. Et après, je sample comme avant. Et la probabilité d'obtenir un token vert est plus haute qu'avant, puisque son score est plus haut. Voilà. Et ensuite, pour la détection, ce qui est sympa, c'est que j'ai pas besoin d'avoir le LLM. Alors que par exemple, dans les méthodes passives, ce qui était vrai aussi, en fait, assez souvent, c'est basé sur la papicité du modèle. Donc ça veut dire qu'il faut faire passer le texte dans le modèle. Ici, on n'a pas besoin du LLM, on a juste besoin du tokenizer. Donc on découpe tout le texte en token et on refait le process. Donc on va dire: «Ah ben là, le token, de watermark window, c'est great». Je récupère la greenlist redlist et après je regarde si le token d'après, il est dans la greenlist redlist. Il est dans la greenlist ou pas. Si c'est vert, je rajoute +1 et sinon je rajoute 0. Du coup, la greenlist, elle dépend que du token d'avant, mais de façon, assez déterministe, quoi. Tu as, un entier qui est entre, 0 et 32 000 et tu vas lui associer une greenlist redlist. Donc en fait, tu as juste besoin du token, tu as pas besoin du LLM. Il y a des paramètres qui sont importants sur lesquels on pourra jouer. Le 1er, c'est, la force du watermark, donc le delta là. Si jamais on met un delta qui est haut, bah, le texte va être très facilement détectable parce que, on va générer beaucoup plus de green tokens. Donc là, par exemple, si j'ai envie de dire le président des États-Unis, est Donald, et que, Duck a un score énorme, bah, je vais générer, Donald Duck, ce qui est pas forcément vrai. Et il y a un autre paramètre qui est important, c'est ce que j'appelle la window size du watermark. J'avais dit on peut pas prendre la greenlist redlist fixe parce que ça va introduire des biais. Donc ça, c'est dans la limite où la watermark window size, c'est 0. Là, ce que j'ai présenté juste avant, c'était pour watermark window size à 1, donc un seul token. Et en fait, je peux en prendre, plusieurs. Et la raison pour laquelle on a, envie de faire ça, c'est parce que c'est plus, sécure. Parce que maintenant, là, si jamais j'ai envie de je vais revenir un petit peu en arrière, désolé. Ici, si jamais je veux retirer du watermark ou en régénérer un, juste à observer plein de textes et à, apprendre les biais qui sont introduits par les différents tokens. Et en fait, c'est assez facile, avec assez de texte, de, ressavoir à partir de quel token, qu'est-ce qui suit, genre. Si c'est vert, quelle est la greenlist, quelle est la redlist? Et donc ce que des chercheurs se sont amusés à faire, c'est, à, récupérer plein de textes, puis à forger un watermark sur un autre LLM qui a exactement la même, section que l'autre. Et donc en fait, on peut juste régénérer du texte par un et faire croire que c'est Google qui l'a généré alors que c'est pas vrai. Et donc en pratique, on peut augmenter cette taille et ça va faire en sorte que c'est beaucoup plus dur de récupérer ces biais parce qu'il faut observer beaucoup, beaucoup plus de tokens. Le problème, c'est que maintenant, c'est moins robuste parce que, si jamais je change un des mots de, la contexte, enfin de la watermark window, la greenlist redlist change. Donc par exemple, si avant là, research était dans la greenlist à partir de ces 2 tokens et que je change one à la place de bah, là, vu que les 2 tokens, ils changent, la greenlist et la redlist vont changer. Et donc ici, ça se trouve, il va passer rouge alors que, il était vert. Le 2e exemple, je vais pas rentrer en détail dedans. Je crois je sais pas s'il est dans le repo ou pas. Heu, on l'a retiré, je sais pas. OK. Une deuxième méthode? Ouais. Donc c'est une deuxième méthode qui, donc je vais pas détailler. Je pense qu'on va focus sur le greenlist redlist qui est plus facile. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder c'est un peu pété sur internet. Ouais. Et on revient sur la slide d'avant où, quelle est la méthode pour trouver ces paramètres? C'est des hyperparamètres. Ouais. Normalement, on les tune d'une manière ou d'une autre et là, du coup, surtout sur la première partie, je dirais, comment tu vas évaluer, du coup, la pertinence de ton texte après l'avoir watermarké? Ouais, alors pour, ce truc-là, déjà, ça dépend énormément en fonction des modèles. Hem, Typiquement sur les modèles qui sont instruits, alors en fait les la distribution des tokens est beaucoup plus, picky par rapport à un modèle qui est pas instruit. Donc en fait, si jamais tu veux modifier la génération d'un token rouge en vert ou vert en rouge, faut que tu pousses beaucoup plus, pour que ça marche. Donc en fait, ce paramètre-là, déjà, il faut le tuner en fonction des modèles. Et ensuite la façon dont on évalue, c'est il y a plusieurs façons. La première, c'est en regardant la perplexité du modèle. La deuxième, c'est, en générant le texte avec ou sans watermark et en faisant un score de similarité entre les textes générés avec ou sans watermark.
Heu, une, 3e solution, c'est de faire des benchmarks classiques de LLM, mais en supposant que le texte généré est watermarké en avance. Donc en fait, il y a plusieurs façons de le faire. En pratique, en fait, ça se voit surtout sur la méthode de OpenAI. Si jamais sur la méthode de OpenAI, ça marche pas avec un delta, mais ça marche avec un paramètre de force. En fait, plus la force est grande, plus ça va introduire des comportements un peu, dégénérés dans le LLM. Typiquement, ça va juste, répéter en boucle les mêmes tokens. Donc en fait, ça se voit hyper vite parce que le modèle, il s'arrête jamais. Mais sinon, ouais, il y a pas trop de méthode magique. D'ingénierie, Ouais. du coup, avant qu'on passe à la partie Et j'ai une dernière slide peut-être, celle-ci. Et donc sur, cette slide, c'est juste, donc ce que je disais, j'ai fait les tests avec, 10 000, heu, textes générés par IA et 10 000 textes pas générés par IA. Donc j'ai pris un dataset qui s'appelle Open Assistant Conversations. Hem et donc, je prends des réponses qui font à peu près 400 tokens et après j'utilise la méthode Detect GPT que j'ai montré au début et les méthodes de watermark avec différentes forces et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse différence au niveau de la ROC curve si on est, passif ou si on est actif. En fait, on voit que plus on met de force de watermark, plus c'est facile de détecter et donc là, par exemple, je pense que à partir de strength, 2-3, ça devient un peu trop fort, mais là, on peut se dire déjà, en gros, si jamais je fixe un taux de positif qui est à 10,6, je peux récupérer environ 50 des textes qui sont, AI génératives, alors qu'avec les méthodes passives, il faudrait avoir un taux de positif de 10 voilà. Super. Du coup, avant de passer à la partie interactive, est-ce qu'il y a, plus de questions sur la partie théorique que Pierre vient de présenter? OK, pas spécialement. Donc là, la prochaine, donc avant de passer vraiment à la pratique, donc l'idée, c'est qu'on va recoder, ces 2 méthodes. Donc on va vous faire, cloner un repo. En fait, il y aura 3 niveaux de difficulté. Donc si vous êtes, super fort en watermarking, vous prenez la difficulté, hard. Si vous êtes, pas trop confiant, mais que vous pensez, avoir quand même un bon niveau en Python, vous pouvez prendre le intermédiaire et puis, si vraiment ça vous parle pas du tout, il y aura un peu de PyTorch et cetera. Vous pouvez prendre la difficulté easy où il y a 2-3 lignes à remplir et bien sûr, vous pouvez vous faire assister, on a écrit des docstrings et du coup, c'est vraiment étape par étape. Donc vous pouvez vous faire assister aussi par votre LLM préféré. Donc pour la partie interactive, l'objectif, c'est qu'on va vous passer des textes. On va faire une petite expérience à l'échelle de cet atelier. On va vous faire passer des textes et via une interface, vous devrez voter pour ceux que vous pensez être, générés par IA ou non, en attribuant un score et ce qu'on va essayer de faire, c'est de d'observer votre distribution de score et ensuite la comparer à la vraie réponse que seuls nous avons et donc voilà. Donc je ferai une première fois, à l'œil et une deuxième fois, on va vous donner quelques sources qui sont des détecteurs passifs et on verra si, avec détecteur passif, vous êtes meilleur ou moins bon. Attention à pas vous faire tromper parce qu'ils parfois ils ont tort. We hope les élèves apprennent les élèves. Hem, je pense qu'il y a 2 questions. La première, c'est, quels sont ceux qui le font et quels sont ceux qui disent qu'ils le font? Heu, Ceux qui disent qu'ils le font, il y a, Google. Donc de façon, open, ils ont dit: «On a mis du watermark». Ils ont même, open sourcé leur méthode, qui est un petit peu différente. C'est une variation de c'est une variation des méthodes que j'ai présentées et ouais, tout ce qui est généré par DeepMind, c'est, watermarké, que ce soit le texte, les images, la vidéo, enfin tout est watermarké et pour le texte, par exemple, eux, ils font tourner leur détecteur et ils sont capables de dire que, dans certains, journaux, il y a tel texte qui a été généré par Gemini. Et ensuite, les autres, je crois que en tout cas, publiquement, c'est les seuls qui l'ont annoncé. C'est possi donc la méthode, la 2e méthode que j'ai pas présentée, celle de Aronson. Donc Aronson, c'est un chercheur en quantique, qui a été embauché par OpenAI pour bosser là-dessus. Donc en fait, la méthode, elle vient originellement du labo de OpenAI, et je crois que enfin, je sais pas si c'est mis en pratique ou pas, mais d'après ce chercheur, en fait, il l'aurait jamais mis en pratique parce que, il voulait pas, avoir un peu la bad presse de, on watermark nos outputs et que les utilisateurs décident de pas utiliser leur modèle plutôt que d'autres.
seul moment dans un texte watermarké, couleur rouge, c'est le mot d'accueil, à nouveau, après la des mots, heu, tromper tellement c'était peur, réaliste, Ouais. Donc texte, ouais, c'est ça va. Ouais, ça et en fait, il y a beaucoup de papiers qui font des attaques justement sur ce genre de schéma. Et après il y a des papiers qui, font des défenses sur ces schémas. Hem, mais je dirais qu'en fait la question, qui est un peu sous-jacente, c'est juste, à partir de combien de tokens on va pouvoir générer? Enfin, on va pouvoir détecter de façon sûre. Heu et en fait, la réponse, c'est même si quelqu'un fait une attaque, avec assez de tokens, en fait, on va pouvoir récupérer suffisamment de signal pour avoir un niveau de confiance qui est assez élevé. Après, enfin, faut voir si tu un peu réaliste, si jamais on fait des attaques qui permettent de faire passer des tweets, bah, OK. Je pense que sur des dissertes ou des trucs comme ça, c'est assez dur de tout effacer. C'est assez robuste tant qu'il y a assez de tokens et sur, des DAX plus petits, ça devient plus dur. Tu récupères une info? Du coup, pour la suite, donc, on vous suggère de rejoindre via plutôt l'URL et le code, cet petit espace. C'est aussi faisable sur téléphone avec le QR code en bas à gauche. Le seul truc, c'est que c'est plus confortable sur ordinateur. Essayez de me confirmer si vous pouvez bien, récupérer ce lien qui est en présentation. C'est le lien qui contient les textes et ils seront, identifiés par des titres et ensuite vous voterez par titre, sur la présentation. Donc je vous laisse voir. C'est aussi possible sur téléphone, c'est juste plus galère parce qu'il faudra switcher. Oui. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Le doc? OK, génial. C'est bon, Guillaume. On va vous laisser 5 minutes pour rejoindre. Hésitez pas sur en ligne aussi à nous dire si vous avez des difficultés. Donc soit par le QR code, soit par le site web. Faut juste rejoindre le doc, on est d'accord. Il y a le doc et après pour, Menti, vous pouvez, travailler en autonomie. Donc il y a, 10 textes. Ça je 6 textes, pardon. Hem Et donc sur ces 6 textes, vous devez, donner votre avis. En fait, c'est un normalement, vous avez un marqueur avec un scoring entre 0 et 10. Ouais, ce sera, quand j'avance dans la présentation. Vous aurez un scoring entre 0 et 10 pour chaque texte. Donc sur Mentimeter, il y aura le titre du texte. Vous allez chercher le contenu dans le doc, Google et ensuite vous le lisez rapidement, à vue d'œil et vous essayez de voter. Quel est, selon vous, le score que vous attribuez en termes de, généré par IA? 10 étant, c'est sûr que c'est généré par IA, 0 étant, il y a qu'un humain qui a pu écrire ça et voilà. Donc on vous laisse, donc je pense que tout le monde a pu rejoindre. On va passer à la première approche où du coup vous aurez pas d'outils, pour vous assister. Donc voilà le titre des 6 textes et vos réponses vont apparaître, normalement en live. Donc là, si vous allez sur, Mentimeter, vous pouvez voter en fait pour chaque texte en allant voir leur contenu sur le doc Google. Donc on va vous laisser, 5 minutes environ pour voter sur tous ces textes et essayez de pas vous laisser influencer par les résultats qui s'affichent.